Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce quatrième épisode de Beyond Fierce Club, toujours dans la thématique de travail et santé mentale. Aujourd'hui, on va parler de burn-out, lumière après l'épuisement, comment se reconstruire après un burn-out. J'ai l'immense plaisir d'être accompagnée par Zine Ben Yahmet. Merci d'être là. Zine, en plus d'être Mziena, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Zine, en tunisien, l'origine, la source, c'est la beauté. Tu es ou as été toutes ces autres femmes, directrice du développement chez Jeune Afrique pendant 10 ans, en plus d'autres rôles bien avant, mais c'était ton dernier titre, au sein de Jeune Afrique. Donc un poste stratégique et pas des moindres, qui t'a fait rencontrer, plusieurs personnalités, des hommes politiques, des hommes qui ont un poids, dans le secteur économique, des décideurs africains, européens, mais pas que, il y avait aussi des Japonais et d'autres nationalités. À noter aussi que Jeune Afrique a été fondée par Béchir Ben Yahmed, qui n'est autre que ton grand-oncle. Donc j'imagine le poids des responsabilités et les attentes plus que tu as dû avoir en étant chez Jeune Afrique. Tu as créé il y a 4 ans ta propre société, Ben Yahmed Advisory, c'est bien ça. Et tu accompagnes des sociétés, des entrepreneurs, des collectivités, des États, mais aussi des individus, à se reconnecter à leur vision et à leur plein potentiel afin de reprendre leur juste place et créer de l'impact. Donc moi, des échanges qu'on a eus avant, je retiens 3 mots: transformation, ouverture et croissance. Et au-delà de tout ça, tu es Zine, cette femme incroyable, souriante, pleine de vie, sociable, grande voyageuse. Tu as à ton compte plus de 20 pays que tu as visités. Autant dire, nous avons aujourd'hui une femme pleine de ressources. Merci Zine d'être là. En 2019-2020, tu as fait un burn-out. Ça n'a pas été un épisode facile. Tu as touché le fond. Comme beaucoup de personnes, on est vraiment la génération burn-out aujourd'hui, comme beaucoup de personnes qui ont connu ça. À la différence, tu es très courageuse parce que tu es là aujourd'hui et tu es prête à en parler et à partager ton expérience avec moi et avec nous. Et finalement, cet épisode qui a été très dur dans ton parcours et ta carrière a finalement été, parmi d'autres moments dans ta vie, un vrai point catalyseur et un moment qui en fait t'a permis de te redéfinir et de revivre. C'est même pas revivre, c'est révélateur, voilà. Ce qui t'a aidé finalement à enfin trouver ta voie, ta destinée, voire aussi si on a envie d'aller plus loin, ta lumière. Zine, encore merci d'être présente pour ce podcast et d'accepter de nous parler à visage découvert de burn-out, qui est quand même un sujet sensible. Moi, je vais commencer par une question. Qu'est-ce que pour toi un burn-out? Merci beaucoup, Donia. Merci de me recevoir. C'est un plaisir d'aborder un sujet qui, pour moi, n'est pas tabou, qui est un sujet, d'ailleurs, qui va beaucoup plus loin que la sphère professionnelle. Il peut y avoir des burn-out professionnels, évidemment, c'est le sujet du jour, mais aussi amoureux ou de toute façon dans un fonctionnement quotidien qu'on peut avoir. Et c'est vrai que c'est un épisode ou des épisodes de ma vie qui ont été douloureux certes, mais catalyseurs sans aucun doute, révélateurs, et aussi qui m'ont permis à chaque fois de me transformer, de me réinventer. Et je crois en tout cas de mon prisme à moi que c'est le propre de l'être humain, en tout cas ma vision de l'évolution de notre chemin. On est en perpétuelle réinvention pour sortir en fait d'espaces trop étroits, de costumes trop étroits, d'injonctions qui nous alourdissent pour petit à petit en fait faire tomber des couches et des couches et se révéler à qui on est. Et donc c'est des épisodes, certes très douloureux, et je suis contente qu'on en parle parce que je pense que c'est des sujets par lesquels beaucoup de personnes passent, Tout à mais fait. rien n'arrive par hasard et c'est justement dans ces moments d'adversité que naissent les plus grandes opportunités en tout cas quand on les voit de ce prisme-là, à mon sens. Voilà. Ben, ça reste courageux de dire que c'est pas un sujet tabou parce que beaucoup de gens passent par ça, mais encore une fois, il faut se donner le mérite de se dire que toi, tu fais partie des gens, en tous les cas, qui disent que c'est pas un tabou, Mmh. dont je fais partie aussi, vu que j'en parle ouvertement dans mes podcasts et que j'invite les gens à en parler. Donc merci. Mais si on doit vraiment revenir, donc c'est un moment difficile. Pour toi, c'est quoi être en burn-out? C'est quand il y a trop d'injonctions, tu parlais d'injonctions justement, c'est quand nos valeurs sont en inadéquation avec le monde de l'entreprise ou notre travail ou si on devait mettre des mots, en Mmh. fait, essayer de donner Alors, une pour moi, il y a définition. plusieurs choses. Il y a déjà la manière dont on pourrait définir le burn-out et ensuite la manière dont il s'exprime. D'abord, le burn-out, pour moi, c'est un effondrement. D'abord, une très très grande fatigue, mais surtout et avant tout un effondrement professionnel, si on prend le cas du burn-out professionnel, et un effondrement du système intérieur. C'est-à-dire, il y a comme un court-circuit, il y a quelque chose qui capote.
Voilà, c'est comme ça que je le vois. Plusieurs symptômes, et je pense que ça dépend des individus, je vais parler en tout cas de ma propre expérience. Il y a un très grand effondrement, une grande fatigue qui se ressent. Et ensuite, peut-être premièrement un effondrement physique, émotionnel, mental, c'est-à-dire un brouillard complet, une très 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 grande fatigue, même après des nuits de sommeil, on se réveille éprouvé, fatigué, un découragement, une lassitude, on n'arrive même plus par moment à y aller, à entreprendre, à bouger. C'est vraiment cette grande fatigue. Ensuite, je dirais une perte de sens. En plus de cette fatigue qui s'abat sur nous, mais vraiment, je dis fatigue physique, émotionnelle, mentale. Et ensuite, une perte de sens. On se demande un peu pourquoi on fait ça. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est nous? En fait, tout ça sert à quoi? Mène à quoi? Et je vais dire que ça contribue à la fatigue. C'est comme un cercle vicieux qui vient de toute façon s'auto-alimenter. Il y a des signaux du corps qui expriment ce malaise, qui est de plus en plus profond. Au-delà de la fatigue, il peut y avoir des douleurs, des contractions, un stress chronique sans aucun doute, beaucoup de fatigue, des insomnies et un désengagement aussi, une démotivation totale. Mmh. Et je dirais que de mon observation, en tout cas sur moi et sur toutes les personnes qui sont passées par ces burn-out, ça touche beaucoup les personnes très sensibles, très engagées, très impliquées, les personnes aussi en quête ou dans un schéma de perfectionnisme. Je dirais beaucoup dans l'oubli de soi. Il y a un sujet d'estime de soi que j'évoquerai à plusieurs reprises, On y mais viendra. qui me semble essentiel. Donc voilà Souvent, comment c'est je des vois personnes le. généreuses ou pas forcément, des personnes qui ont tout donné, en fait, et qui sont vidées de l'intérieur et qui n'ont presque plus Exactement. rien à C'est donner. c'est un c'est un hyper-don qui est, on le verra, mais à réajuster et rééquilibrer. En fait, ça me parle beaucoup parce que moi, j'ai fait, un burn-out quand sur papier, j'avais tout. J'avais un super poste en finance, j'étais à Dubaï, j'étais super bien payée, bel appart, belle voiture et cetera. Et puis un beau jour, je n'y arrivais plus. J'arrivais plus à me réveiller, j'avais aucune envie d'y aller. Je suis rentrée pour des vacances et après 2 semaines, alors que je m'étais reposée, je ne voulais pas revenir, en fait. Je voulais pas y aller et donc justement, ce qui au début commence par quelque chose de très mental, ça se traduit et c'est là où je me reconnais un peu dans ce que tu décris, ça se traduit au niveau du corps et ça se traduit, au niveau du physique parce qu'on a mal les matins d'y aller. C'est qu'en fait, à un moment, j'avais l'impression vraiment de me lever, d'aller en prison et je pense que ça vient d'une peut-être, et ça on développera ensemble, d'une inadéquation entre nos attentes et notre perception et ce que le monde du travail est prêt à nous offrir. Avant d'aller un peu plus dans le burn-out et ensuite la reconstruction, heu, tu as fait un burn-out, j'ai fait un burn-out, j'ai au moins l'exemple de 10 autres personnes qui ont fait des burn-out, qui m'écrivent depuis que j'ai lancé ces podcasts et ça fait que 4 mois. On est la génération burn-out, on s'est jamais autant intéressé au bien-être en entreprise et tout. À ton avis, qu'est-ce qui fait que, avec tous les moyens qu'on a, les nouvelles technologies, c'est très facile aujourd'hui de prendre un avion, d'atterrir à Paris, d'aller à Dubaï, on peut avoir accès sur LinkedIn à des opportunités dans le monde entier. Alors, qu'est-ce qui fait finalement aujourd'hui qu'on est la génération burn-out? Waouh! C'est une excellente question. Alors, je ne sais pas si on est la génération burn-out, mais on est pour moi la génération de rupture. C'est-à-dire que je ne suis pas sûre que les générations avant nous ne le vivaient pas de cette manière, mais elles n'y mettaient pas de lumière, elles ne conscientisaient pas les choses parce qu'il y avait un fonctionnement qui était dans l'inconscient collectif normal. Les parents travaillaient jusqu'à s'épuiser, jusqu'à s'effondrer, jusqu'à tomber. Les femmes étaient au four et au moulin sur 1 million de tâches et tout était normal, accepté. Et si l'homme ou la femme ou peu importe qui, simplement disait qu'il était éprouvé, fatigué, on lui disait, en tout cas en tunisien ou n'importe quelle finalement n'importe quelle langue: «Allez, ça suffit les caprices, voilà yazim dlel» et on se relève et On me on y l'a dit va. celle-là, on me l'a dit Exactement. Zimmer. Et donc pour moi, ça c'était la génération avant nous qui et ça devait être très, très dur, était encore moins connectée à ce qu'ils ressentent et à leurs émotions. Bon, notre génération à nous, pour moi en tout cas, il y a un point de bascule, un point de rupture, c'est-à-dire qu'il y a plus d'éveil, plus de conscience et peut-être en fait une volonté de dire stop à des schémas beaucoup trop ancrés pour justement aller vers quelque chose de nouveau. Il y a un mot sur lequel j'ai envie de me concentrer, qui est le mot rupture. Quand on est en burn-out, on est en rupture avec soi, en rupture avec les attentes de l'entreprise, du monde de l'entreprise, en rupture avec son patron, en rupture avec sa propre motivation. Peut-être que ce qu'on pensait qui nous rendait heureux à 20 ans,
On est en rupture avec ce schéma-là et en fait, j'aime beaucoup le mot que tu as utilisé, rupture, en rupture physique aussi où on a envie de continuer à aller, d'avoir ce salaire, d'avoir ce rythme, ce train-train de vie, mais le corps nous lâche. On a défini un peu le burn-out, d'un point de vue intellectuel, mais c'est une vraie souffrance et moi j'ai des gens qui m'écrivent et qui me disent: «Vraiment ça ne va pas et ça ne va plus» et comme toi, on te voit aujourd'hui, tu es bien, tu t'es reconstruite, mais à un moment, tu as été dans ce moment de très douloureux. Est-ce que tu peux développer un peu plus? Qu'est-ce qui a fait quand tu as vraiment touché le fond? Et déjà, si tu peux expliquer un peu plus ce que c'est que le fond, où est-ce que tu as été puiser ta force? Parce que en fait, ce qu'on oublie, c'est que les gens en burn-out, ils se sentent vraiment vidés et il y a plus de force, il y a plus d'énergie vitale, il y a plus d'énergie, intérieure. Donc pour les gens qui nous écoutent et qui sont aujourd'hui en situation de burn-out, quels conseils as-tu à leur donner? Où est-ce que toi, Zine, as-tu été puiser ta force pour te dire: «Il y a quelque chose qui va pas, je suis en situation de rupture, mais je ne vais pas laisser cette situation me définir»? C'est très, très, très beau ce que tu dis et pour moi, même sur les symptômes qu'on a décrits, il y a encore beaucoup plus de choses et encore une fois, ça varie d'une personne à l'autre, mais il peut y avoir, même si on va plus loin, de l'eczéma, du psoriasis, je pensais à, autre chose, j'ai observé des personnes qui avaient la peau qui se dépigmentait. C'est-à-dire qu'il y a un vrai sujet émotionnel, psychologique, physique, mental et le corps s'exprime, le cœur a mal. Psychosomatique aussi. Psychosomatique sans aucun doute et moi ce qui m'importe beaucoup dans ces moments-là, parce qu'il y a un sentiment de honte, de culpabilité, un sentiment de ne pas être à la hauteur, d'être en échec, d'avoir mal fait, d'être trop fragile, d'être trop sensible, d'être trop ci, pas assez ça. Et la société aujourd'hui oublie, et je dirais pas qu'aujourd'hui, peut-être depuis toujours, qu'on est avant toute autre chose des êtres émotionnels et ce qui nous caractérise les uns les autres, on est quasi 9 milliards d'individus, on fonctionne tous de la même manière, on est parcouru par des émotions qu'on n'écoute pas, qu'on étouffe, qu'on s'interdit en fait simplement de percevoir et de ressentir. Et dans ces états de détresse, c'est une vraie détresse émotionnelle, on est souvent déjà face à notre propre culpabilité, à notre honte, à notre déni, souvent, ce qui fait le plus mal, et l'environnement vient encore nous dire: «Mais allez, ressaisis-toi, ça suffit, sois fort, tu es trop ci, tu es trop sensible, allez, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, dans une autre entreprise, c'est pas mieux, finalement, le travail, le monde du travail, c'est ça» et donc il y a un mot qui me vient qui est très simple, c'est on banalise et je crois que ce qui appuie encore plus cette souffrance, c'est de banaliser. Et pour moi, dans ces moments de très grande détresse, la première étape, c'est déjà de reconnaître. Et au-delà de banaliser, il y a même un déni des fois de se dire: «Mais nous, on s'est jamais posé la question de qu'est-ce qui nous rend heureux au travail? Mais ils te payent un salaire, non?» Alors qu'on oublie qu'aujourd'hui, on change de ville pour un travail, on s'expatrie, on immigre pour un travail, on quitte sa famille, on quitte son pays pour un travail, on on va faire des bootcamps à l'autre bout du monde pour monter en compétences et ça, c'est des choses qui n'existaient pas, avant et je suis d'accord que la reconnaissance est très, très important, mais après il y a des sujets, bon, c'est pas l'objet de ce podcast, mais il y a aussi des sujets qui restent très sensibles, dans le milieu du travail parce que ce qui est censé pouvoir te protéger, le médecin du travail ou même tes collègues ou même ta hiérarchie, ben, souvent il y a cette peur des représailles et souvent il y a cette peur de, de s'isoler davantage et que ça se retourne contre nous. Donc je suis d'accord que l'isolement social et le f alors il y a l'isolement social, mais il y a aussi nous, on se juge nous-mêmes de nous dire: «Mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pour les autres et pas pour moi? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à continuer à faire marcher ce petit soldat, que je suis?» Moi, j'aime beaucoup la référence aux émotions parce qu'il y a de la honte, il y a beaucoup de culpabilité, je pense, quand on est en burn-out. Il y a ce qu'on appelle en negative self-talk. On va commencer à se parler, négativement: «Mais pourquoi tu y arrives pas? Qu'est-ce qui fait que tu es comme ça?» Et on se juge et on devient notre propre, juge et donc en plus de l'environnement, on devient notre pire bourreau et le pire pour moi, c'est que beaucoup de personnes qui sont en situation de burn-out et c'est là où j'aimerais vraiment savoir comment toi tu as géré cette partie-là, on a l'impression que notre vie va s'arrêter là. C'est comme si à part cette entreprise dans laquelle on travaille, il y a pas d'autres entreprises. C'est comme si là on quitte ou on démissionne ou on s'arrête là,
bah, notre vie allait s'arrêter. Moi, pour moi, ça s'arrêtait là, c'était fini. Jamais j'aurais cru que j'allais rebondir, qu'il allait y avoir d'autres propositions de postes, que je pourrais même faire ces podcasts ici aujourd'hui avec toi. Et le fait de se dire qu'on est au fond là, tout de suite, mais que ma vie s'arrête dans ce fond-là, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à cette pensée? Et comment sortir la tête de l'eau pour se dire: «Mais en fait, demain est un autre jour, le soleil va se lever demain, il y aura d'autres opportunités». On dit que les métiers qui vont exister dans 20 ans, enfin, qu'il y aura de nouveaux métiers dans 20 ans qui n'existent même pas aujourd'hui et qu'il y a des métiers qui existent aujourd'hui qui vont disparaître et de se dire: «Je respire». Tu touches un sujet très intéressant qui est le fait, comme je disais au tout début, de s'effondrer et de renaître. Et c'est en permanence le cycle de la vie. Mais dans ces moments de chute et d'effondrement, c'est tout un système qui est bancal et qui s'effondre. Et c'est souvent une vision qu'on a de nous-mêmes qui est très dévalorisée par un discours interne négatif, par évidemment un regard qu'on porte sur soi, une estime de soi qui est très fragile, en tout cas dans ces moments-là, mais c'est qu'il y a aussi comment dire, une prédisposition quelque part, mais on y reviendra après. Et c'est tout ça qui fait que, à un moment, tout le système est soit prêt à s'effondrer, soit en cours d'effondrement. Et l'être humain, évidemment, quand il voit ses fondations, ses repères, même si c'est des fondations bancales, même si c'est une zone de confort devenue totalement inconfortable, c'est ce à quoi on se raccroche. Et quand on voit que tout est en train de s'effondrer, fondation par fondation, même si les fondations, elles étaient tremblantes, mais en fait, on a peur parce qu'on a l'impression qu'on n'a plus où s'accrocher, plus où tenir, on n'a plus rien. Mais la seule constante, et Dieu merci, on en reviendra tout à l'heure, qu'en fait, la seule chose qui reste, c'est soi. Mmh. Et donc, oui, le travail finalement sur l'échelle de toute une vie, c'est des moments et c'est des moments qui nous forgent et nous font grandir et nous permettent d'avancer, de se réinventer. Mais un travail ne nous définit pas, un salaire ne nous définit pas, un patron ne nous définit pas. Et tout ça, finalement, on n'est pas là pour nous donner de la valeur. Et je pense que toute la sortie de ces schémas-là, c'est on détaillera beaucoup plus, mais prendre conscience de sa propre valeur indépendamment de tous ces repères qui sont illusoires. Et alors, toi, qu'est-ce qui t'a aidé justement dans ces moments-là à te dire: «Wow, stop, ce moment ne va pas me définir, je vais pas me laisser m'engouffrer dans ça». Et quel a été le déclic pour toi pour commencer à prendre conscience de ta valeur en dehors de ta situation de burn-out? Voilà. Moi, ça a été très, très, très dur pour moi parce que pendant 10 ans, j'étais dans une société qui en plus était familiale, à laquelle j'appartenais, avec une grande histoire familiale, une admiration. Je viendrai aussi sur le point de l'admiration, admirer un modèle, admirer des patrons, admirer une société. Il y a ce modèle qui fait qu'on s'oublie beaucoup, cette admiration qu'on voue. Hem et donc ce que j'ai vécu était vraiment difficile parce qu'il y avait d'un côté et même ça, je vais mettre le point sur quelque chose qui me semble très important, la loyauté invisible, l'admiration, mettre sur un piédestal encore un patron, une entreprise, un système qu'on vénère en quelque sorte, donc on est dans l'hyperdon, c'est presque un sacrifice et je me donne tout entière à cette société. Ensuite, pour ma part, j'étais passionnée par ce que je faisais. C'est-à-dire que pendant 10 ans, je parcourais l'Afrique, et pas que l'Afrique, et je passais un mois au Bénin, un mois au Sénégal, un mois au Tchad, un mois au Nigeria, un mois au Ghana, un mois au Gabon, un mois à Maurice, un mois à Madagascar, un mois à Tokyo. Au point d'oublier sa vie Alors personnelle. ça, c'est certain, et j'étais drivée par par quelque chose qui me fascinait, c'était la rencontre de l'humain, c'était l'ouverture au monde, c'était ce groupe qui me fascinait de par sa vision et sa success story. Et donc en fait, tout entière, je me suis donnée. J'ai forgé beaucoup, beaucoup, beaucoup de liens partout dans le monde avec des gens qui, en tout cas, que je valorisais beaucoup pour X raisons. Et à ce moment-là, quand déjà 3 ans avant la fin, ça commençait à être très douloureux, compliqué, il y avait une divergence de valeurs. Je sentais qu'on ne parlait plus le même langage, que mes besoins et mes valeurs personnelles, c'était très subjectif, n'étaient plus nourris. Je n'arrivais pas à quitter, je n'arrivais pas à partir et je souffrais en silence beaucoup. Mais ça a été extrêmement douloureux, c'est-à-dire que je me réveillais en pleurant, je dormais en pleurant et je me disais: «Mais je n'ai aucune solution. Partir, c'est Hors de impossible. question. Rester, je vais y laisser ma peau». J'ai souvent eu dans ma vie d'inadéquation, de me dire: «Moi, je regarde le monde d'une certaine manière, mais les autres le regardent d'une toute autre manière» et si je m'exprime, si je dis que je souffre,
En fait, on va pas me comprendre, on va me juger, on va me le reprocher, on va minimiser ce que je ressens et donc par peur d'être déçue par un non-accueil de mes émotions, je préférais mettre un couvercle dessus et donc on continue de souffrir, souffrir, souffrir jusqu'à ce qu'il y ait, ce que je disais tout à l'heure, un réel effondrement. Mmh. Mais là, il y a plus le choix, on tombe. Quand c'est physique, du coup. Pas que, pas que, c'est émotionnel, c'est physique, c'est i ça disjoncte en fait. C'est un Mais en fait, l'émotionnel était là depuis le début, mais quand ça y est, c'est fini, pour moi, c'est quand le oui, corps oui, aussi oui, oui, ne répond ne plus. répond plus. Exactement, Voilà. exact. Quand on a ces loyautés invisibles et qu'on essaye de s'accrocher, parfois le plus beau cadeau qu'on puisse se faire dans ces situations, c'est le lâcher prise. C'est d'accepter de se dire: «Il y a rien qui va, ça déraille, ça disjoncte», comme tu l'as dit. Je pleure, mon corps lâche. Moi, j'ai fait une vraie crise d'angoisse, c'est terrible. On pense mourir sur l'instant. Le lâcher prise, comment on y parvient? Est-ce que toi, par exemple, dans ton cas, il y a pas eu une main, une rencontre, une phrase, un moment où tu t'es dit: «Fuck it, heu, c'est pas la fin du monde, je lâche tout, je lâche prise et je respire». Quel a été le déclic? Je pense que dans ces moments et encore une fois, c'est pas propre au burn-out, mais c'est des moments de très grande détresse. Évidemment, le lâcher prise, ça c'est le sujet de toute une vie et c'est un sujet qui est tellement beau et tellement important. Mais il y a aussi, je dirais, la présence de gens bienveillants, sincères, sur qui on peut s'appuyer d'une certaine manière, compter. Et dans un regard un peu plus spirituel des choses, je pense que dans la vie, on est guidé à chaque instant et la vie place sur notre chemin les bonnes personnes au bon moment et on n'est jamais seul. Donc une main tendue sans aucun doute, une parole réconfortante sans aucun doute, mais aussi d'avoir des proches, quels qu'ils soient, un collègue, une amie, hem, un coach, peu importe, un Donc psy, toi, dans peu ton cas, importe. Oui. ça a été ta Dans mon famille dans ou mon cas, alors, oui, ma famille. Ma famille m'a soutenue quand elle a compris que le moment était beaucoup plus délicat que juste simplement, quelque chose de passager. Ensuite, j'ai eu des collègues qui ont été qui eux aussi passaient par quelque chose de similaire et on s'est beaucoup, beaucoup soutenus et entraidés, comme une lumière partagée. Des amis proches, des amis chers aussi et parfois, pas nécessaire de plus qu'une écoute, qu'une qu'un mot, qu'une présence et surtout, encore une fois, dans mon cas à moi, c'était d'être comprise. Parce que tu l'as dit à très juste titre, souvent on nous dit: «Oui, mais où est-ce que tu vas retrouver, par exemple, un job similaire, un salaire pareil, un environnement comme tu as là et que tu envisages? Allez, accroche-toi, peut-être que, peut-être ci, peut-être ça». Mais en réalité, c'est d'être validé dans ce qu'on ressent mmh, et des personnes profondément bienveillantes qui, à la limite, vont te dire: «Je te ressens, je te comprends, ne t'inquiète pas». Même si toi, à ce moment-là, tu ne vois plus ta lumière, tu ne vois plus ta force, tu ne vois plus rien, moi je la vois. la validation des émotions, c'est très important. Validation des émotions et de croire en toi, même si toi tu ne crois plus en rien. C'est beau ça. Mmh. Donc tu as eu la chance d'avoir ces personnes qui ont cru en toi, même quand toi, tu te posais la question, J'étais entourée de quelques personnes qui m'ont beaucoup marquée dans ce parcours, collègues qui ont été au-delà du soutien émotionnel aussi de très bons conseils pratiques. Ensuite, ma famille qui m'a oui, j'ai été comprise. Donc, ça a été comme déposer un bagage trop lourd qu'on porte seul, se dire: «OK, on me ressent, on me comprend finalement». Ensuite, j'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est une chance ou plutôt ce vers quoi j'ai été, à ce moment-là, de rencontrer des personnes sur mon chemin qui ont été des grands catalyseurs, qui sont peut-être j'appellerais ça des professeurs spirituels, pour d'autres ça pourrait être des coachs, mais c'est vraiment des professeurs qui m'ont révélé une toute autre vérité, qui a été pour moi un game changer. Ça a été, un coup de projecteur sur tout ce que je croyais et on l'a totalement illuminé. Ça a été pour moi le début de quelque chose de très grand et ces personnes, c'est une vraie bénédiction donc elles arrivent au bon moment. Mmh. c'est très beau dans le sens où on est obligé de traverser la nuit pour accéder à la lumière et souvent ça passe par des moments très durs. C'est comme une dépression finalement où on touche le fond, on ébranle ses propres croyances ou ses propres pensées
ou ce qu'on prenait pour acquis, pour rigide, pour ça c'est la vérité et là se révèlent d'autres chemins, d'autres vérités, d'autres possibilités et d'autres options. Finalement, dans ton cas, le burn-out est survenu dans une entreprise où tu as passé 10 ans. 10 ans, c'est pas rien. Est-ce que c'est survenu suite à un changement de culture ou parce qu'en fait, ça peut être l'extérieur, mais ça peut être aussi de l'intérieur et on l'a dit, plus tôt. Ou est-ce que c'est parce que justement, tu donnais sans compter, tu t'es oublié dans le process ou parce que tu t'es mis peut-être la barre très haut? Moi, je sais que les gens qui font un burn-out, alors ça peut venir d'un environnement toxique, c'est souvent le cas d'ailleurs et je veux reconnaître ça pour les gens qui vivent dans des environnements toxiques, il y en a. Mais des fois, quand c'est que l'individu et c'est ça aussi qui rend le burn-out très difficile, parce que ça vient rajouter la culpabilité de se dire: «Mais je suis le seul ou la seule à vivre ça». C'est quand nous-mêmes, on se met des attentes très élevées, nous-mêmes, on se met la barre très haute, on est, comme tu l'as dit, plutôt perfectionniste, des fois, on peut être workaholic aussi, on est dans la performance, dans le vouloir, prouver sa valeur en disant oui à tous les projets, en ne mettant pas les boundaries, les limites. Hem ou alors, est-ce que ça a été un mix des 2, aussi bien l'environnement que toi, Zine, comment tu te gérais au sein de la société? Pour moi, c'est toujours une combinaison des 2. Et je vais dire que même avant ces 10 ans-là, c'est des mécanismes qui étaient présents en moi. C'est-à-dire des schémas de fonctionnement. En fait, il y a des pensées qui vont créer plutôt une croyance qui est une croyance limitante, qui va créer une pensée, qui va créer un comportement, qui va créer un schéma. Et c'est des cercles vicieux, mais qui sont là depuis un certain temps. Et on arrive avec nos propres schémas, c'est-à-dire, évidemment, un sujet de j'ai besoin de faire, faire, faire pour prouver ma valeur. J'ai besoin d'être, sur tous les fronts, toujours hyper, efficace, productif pour mériter un salaire, mériter un poste, mériter, une reconnaissance. Ce sujet de vraiment faire, 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 une course Prouver sa permanente valeur. exactement. Une course à la productivité, une course à la performance, avec laquelle on est biberonné depuis tout petit. Et donc c'est tous ces schémas qui fait que on va être attiré ou attirer des entreprises qui vont répondre à ces schémas qu'on a en nous. C'est pas un hasard qu'on atterrit dans ces sociétés-là ou dans ces systèmes-là. Il y a évidemment, il y a des, comment dire? C'est comme dans les relations amoureuses. On finit pas De avec un pervers narcissique par hasard, je pense. absolument Il y a une faille en nous et il y c'est pas a alors je dirais pas une faille, mais il y a un fonctionnement qui intérieur s'imbrique. qui exactement, qui crée une vibration, une fréquence qui va attirer des sociétés en similitude et en fait, ça va converser et donc il y a un schéma intérieur qui est déjà comment dire? Un peu prédisposé, en tout cas, à ces mécanismes-là et il y a une société en face qui est aujourd'hui un monde, le monde du capitalisme, de l'entreprise, mais aussi le monde dans lequel on vit, qui est extrêmement exigeant. C'est-à-dire qu'on prend l'être humain, on le presse comme un citron, on en sort le maximum de jus et quand il y a plus de jus, il y a plus rien, le citron, il est déjà ratatiné, hop là, on le balance et on prend quelqu'un d'autre. Donc combinaison des 2. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard qu'on parle de plus en plus de ESG. On n'est plus que dans la performance financière, les résultats, le profit, et cetera. Aujourd'hui, on va évaluer des projets, des sociétés, des financements, des investissements sur la base de l'environnemental, du sociétal et de la gouvernance. Et on voit aussi l'essor. Je lisais un article ce matin sur les chiffres et la part de marché que ces entreprises-là sont en train de prendre, tout ce qui est bien-être, wellness, méditation. Il y a maintenant même des apps pour dormir, pour stress management, de l'art-thérapie, enfin, on est vraiment à fond. C'est que, guys, il y a quelque chose qui va mal si les gens dépensent autant dans leur journée yoga, leur séjour retraite détox silencieuse au fin fond du Tibet. Enfin, tout le monde, en fait, cherche un peu où est-ce que comment retrouver justement cette paix intérieure et se reconnecter à soi et se reconnecter à sa part humaine, loin de cette course à la performance, surtout que maintenant on va être en concurrence avec des robots et avec l'intelligence artificielle et à ce que je sache, ça ne dort pas alors que moi j'ai besoin de 8 heures de sommeil par nuit pour pouvoir, me ressourcer. On va, gentiment, transiter vers, cette lumière qui est possible après l'ombre et ce renouveau où en fait on se dit: j'ai de la valeur de par ailleurs. Je peux ne pas travailler, je peux être femme au foyer et avoir de la valeur en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant qu'être vivant, tout simplement. Qu'est-ce qui vient après un burn-out
qui passe forcément par une phase de vide et je l'entends. C'est quoi la lumière au bout du tunnel? On est encore dans le tunnel, mais on commence à voir la lumière. Comment on se reconstruit? Tu as dit: «On se reconnecte à soi». Tu as parlé de, on n'est pas que dans la performance, donc on est dans Oui. quoi finalement? C'est très, très beau et c'est beau de le voir, en fait, comme ça, cheminer, comme un tunnel dans lequel on est et duquel, petit à petit, on sort. Je dirais que le premier point, mais vraiment il est fondamental et j'insiste encore sur la reconnaissance, sur accueillir et accepter ses propres émotions, ses propres limites et de se dire: «OK, aujourd'hui, en fait, je dis stop». C'est-à-dire que cette situation, c'est terminé, elle N'est plus s'arrête. soutenable pour moi. C'est plus soutenable. De toute façon, on a dit les émotions, enfin le mental a lâché, le corps a lâché. Et j'aimerais le dire et j'insiste aussi, sur ce point-là, c'est OK. C'est pas la fin, c'est pas la fin du monde de se dire: «C'est OK, j'ai le droit de reconnaître que là, j'ai besoin d'une pause». Parce que beaucoup vivent mal la pause, mais peut-être qu'on est dans une ère où ralentir, c'est productif en fait. Ralentir et faire, un temps d'arrêt. Donc se donner le droit et dire, à nos aux personnes qui nous écoutent: «C'est OK de faire une pause, c'est pas la fin du monde». Et parce que souvent, les gens qui font des burn-out, c'est quand même les gens qui sont très performants et c'est souvent les gens qui Très qui qui performant donnent et beaucoup de très d'eux-mêmes. exigeant. Il y a un sujet d'hyper-exigence. Non seulement la société exige la performance, la performance, la performance, on est dans du faire, 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 il n'y a pas d'être. Et avec soi-même, on a toujours... En fait, on place la barre, on l'atteint, on la repousse, on l'atteint et on continue. Et en fait, c'est comme si elle n'était jamais satisfaisante. Et on court derrière oui, une façon de se prouver que non, je peux encore et je peux donner et en fait, c'est déjà d'accepter que c'est un moment où cette situation, ces mécanismes, tout ça ne va plus. Ensuite, de ralentir. Je suis entièrement d'accord avec toi, de se donner le temps, de prendre le temps, de ralentir, de revenir à l'écoute, de revenir au repos. D'ailleurs, post-burnout, pendant, je dirais même encore plus après, il y a tout le corps qui lâche et on est exténué. Donc c'est dormir, se reposer et petit à petit se reconnecter à son rythme et à son énergie et à ses besoins profonds. La nature, la méditation, l'écriture, aller à la plage, poser les pieds dans le sable, repenser ses valeurs, dire: «Qu'est-ce que je valorise finalement?» C'est quoi? C'est toutes ces petites choses-là ou qu'est-ce que ça a été dans ton cas? Toi, est-ce que c'est écouter de la musique, danser? Hem, Moi, je dirais que dans ces moments-là, où en fait on a touché le fond et petit à petit, on se donne le droit de remonter petit à petit, c'est déjà beaucoup de repos. C'est des personnes, encore une fois, très bienveillantes, des safe space, safe place avec lesquelles on va être soi-même. Et ça, c'est déjà juste un moment comment dire? De lâcher prise, de bien-être, d'être simplement, tu disais une reconnexion à la nature. Alors, pour certains, ce sera, à la montagne, en forêt, au bord de l'eau, avec, sa famille, avec un être cher, marcher simplement pieds nus quelque part, manger quelque chose qui nous fait plaisir. C'est petit à petit, en fait, se reconnecter à la simplicité, à l'écoute, à quelque chose de doux, en tout cas dans mon cas à moi, quelque chose de très doux, de serein. Je reviens vraiment à un retour à la douceur. C'est ça. la douceur. Moi, dans mon cas, j'ai fait beaucoup de méditation, j'ai fait beaucoup de yoga. La nature a été, mon refuge. Je me suis beaucoup réfugiée dans la Mmh. nature. J'ai trouvé la nature très belle, très imparfaite, mais très belle. Alors j'ai pas été jusqu'à faire, comment on appelle ça, les thérapies où on fait des câlins, des Mmh mh, hugs à mmh des mh. arbres. Je sais pas comment on appelle ça, la naturothérapie ou je sais plus. J'ai pas été jusque-là, mais c'est vrai que la nature m'a beaucoup appris. J'ai fait un voyage solo, au Vietnam où vraiment je suis restée dans la nature à regarder les animaux et à me Magnifique. dire: «La vie continue, même dans ces moments-là». Donc après c'est chacun, en fait l'idée c'est de se reconnecter à soi et il y a mille et une façons de se reconnecter à soi et je pense que l'essentiel c'est d'explorer jusqu'à trouver ce qui Mmh. parle pour nous, n'est-ce pas? Exactement et je te rejoins totalement dans le sens où chaque individu va avoir sa source d'énergie, de douceur, de réconfort et tu parlais tout à l'heure de connaissance de soi, je crois que c'est fondamental, mais c'est tout un chemin et le chemin de toute une vie. C'est pas d'ailleurs se connaître pour se mettre dans un cadre et dans une case, absolument pas, hein. Mais je pense qu'on en reviendra, c'est un sujet qui me paraît, tellement beau et tellement important. Mais en fait, se connaître, c'est de s'écouter.
Alors moi, je passe beaucoup par l'écriture. D'accord. C'est la manière, en fait, dont je plonge à l'intérieur et c'est de se dire: «OK», de se poser des questions aussi simples: «Qu'est-ce qui me ressource? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui m'apporte ce dont j'ai besoin?» Aussi, peut-être mettre des mots sur ce dont on a besoin, que ce soit pour moi de la douceur, de la tranquillité, de la sérénité, du calme. Aussi, je sais que je suis quelqu'un d'hypersensible et donc tous les bruits, les lumières, les injonctions, la pression, et tout de suite, quand je reviens dans un moment, encore une fois, de douceur, de calme, de tranquillité, les animaux, moi, c'est ce qui va me faire le plus grand bien. Et donc d'identifier ce dont on a besoin et quelles sont les choses qui nous permettent de les ressentir. Et d'essayer, d'ailleurs ça après, c'est pas juste burn-out ou post-burn-out, c'est toute une vie. Ressentir, se connecter à ses émotions. Hem, je reviens à ce mot qui m'est resté quand même dans la tête, rupture. Est-ce que finalement et prendre le temps vraiment de répondre à cette question, il y a une zine avant burn-out et une zine post-burn-out? Ou est-ce que on est la même personne, mais juste on s'écoute plus et on continue? Parce que j'imagine qu'on retourne tous à un moment ou à un autre dans cette vie active et on n'a pas le choix, hein, sinon on va tous, Mmh. sinon, c'était comme le groupe là, je plaque tout et je vais vivre avec les pingouins, je ne sais où. Ou est-ce qu'on repart dans ce rythme cadencé, mais en se disant: «Là, je vais faire différemment et je vais m'autoriser, par exemple, une vraie journée de repos». Donc le dimanche, par exemple, c'est stop. C'est voilà, est-ce que c'est la même personne, mais avec des petits changements ou est-ce qu'il y a une vraie nouvelle Zine là face à moi? Et d'ailleurs, je n'ai connu que la Zine, dans mon cas, post, burn-out. Alors, tu as connu plusieurs zines et je dirais qu'à la réponse à cette question, c'est des prismes qui seront très subjectifs. Pour moi, ce n'est plus la même version de qui je suis, mais ce n'est pas que post-burnout, c'est en permanence. Parce que la reconstruction, c'est d'accepter de lâcher profondément des anciens schémas de croyances, de pensée, des mécanismes intérieurs. Et finalement, je le vois un peu comme cette mue du serpent, ou bien la vision qui me vient tout le temps, c'est en fait, on a plein, 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 plein de manteaux qui nous éprouvent, qui nous pèsent, qui sont lourds, et on est là, les injonctions, la volonté de bien faire, la peur de mal faire, le perfectionnisme, l'oubli de soi, la culpabilité, tout ça, je le vois comme des manteaux très lourds, très sombres, qui en fait, Nous petit à petit, alourdissent. on est là, on est exactement, on est presque courbé. Et plus on prend conscience, dans des moments où évidemment on se reconnecte à sa lumière, que ces manteaux-là ne nous servent plus, hop, on en fait tomber un autre, un autre, un autre. Déjà, en fait, on a plus d'espace, on est plus léger, et on commence à marcher presque en flottant. Et bien sûr, c'est le chemin de toute une vie, tous ces manteaux-là, mais plus on en prend conscience, plus on les enlève. Et pour moi, cette version n'est pas l'ancienne. C'est une version plus alignée, plus libre, plus vraie. Elle n'est plus en adéquation, en adaptation, elle est. C'est tout. C'est beau, elle est ça me fait penser à cette publicité de Dior où la nana elle rentre, elle enlève ses boucles d'oreilles et puis Magnifique. sa robe et puis C'est à ça, la fin elle est juste libre. c'est ça. Ce qui compte Nu c'est nu libre et de libre, de toute sa voilà. vérité. Mmh. Exactement, de toute sa vérité. Une personne paumée aujourd'hui, vraiment paumée, au fond, qui nous écoute, quel conseil as-tu à lui donner? Et là je vais faire un petit clin d'œil et notamment à ton à ton collier. Je sais que la spiritualité a été un refuge aussi pour toi, tout comme l'a été la nature dans mon cas. Quel conseil as-tu à donner à cette personne? Et peut-être qu'on peut développer un peu plus dans ce sens si ça te va, Zine. Déjà, je sais que ce terme de spiritualité est très utilisé je dirais presque galvaudé, mais je ne veux pas dire que finalement je sais pas s'il y a une définition universelle, mais en tout cas, je vais donner la mienne parce que ça me semble très important de pareil, de remettre en lumière. Pour moi, la spiritualité, c'est un chemin qui, en connexion avec plus grand que nous montre qu'il y a une possibilité de se libérer de ses souffrances. Et ces souffrances, c'est des voiles qu'on a devant les yeux, comme des manteaux ou des voiles posés devant les yeux qui nous font croire qu'on est beaucoup plus petit que l'on est. Par toutes ces visions erronées de qui on est, de je ne suis pas assez, de il faut être comme si pour... Et en fait, plus on se déleste, plus on se décharge, et plus on se reconnecte à sa lumière intérieure, plus on se libère de ses souffrances pour en fait sortir d'une zone étriquée petite, fermée, qui nous emprisonne, et plus on déploie ses ailes et on grandit dans la conscience et la lumière de qui on est,
plus en fait on est dans un chemin de spiritualité. Donc ce n'est pas pour moi lié à une quelconque religion, loin de là, mais c'est revenir à sa lumière, à son essence et prendre conscience qu'on est guidé sur ce chemin de vérité, de pleine reconnexion. Et oui, c'est quelque chose qui est en moi depuis toujours, évidemment. Et ça me parle beaucoup parce que tout changement, comme tu dis, c'est difficile, c'est douloureux, on a peur, on sait pas, on pensait même pas que c'était possible d'explorer ce nouveau chemin et d'oser tenter, aller regarder ce qui peut même se passer, de ce côté-là. Et tout changement nécessite une il y a une mort dans le Mmh. changement parce qu'on est obligé de tu tuer une ancienne version ou de tuer une identité, même si on peut être identité aujourd'hui. Oui, j'ai fait de la finance, oui, je suis ingénieure, ça on peut pas me l'enlever, mais aujourd'hui, c'est pas comme ça que j'ai envie de me définir. Je me définis, différemment. J'espère faire des podcasts, à impact. Quelqu'un qui a peur justement de se dire: «Allez, je m'écoute et je tente et j'y vais». Toi, dans ton cas, tu as créé ta propre société, Ben Yahmed Advisory, mais j'imagine qu'au début, tu avais tes doutes, tu avais tes craintes, tu avais tes peurs, tu avais tes Et j'en ai moments où de se encore, dire, beaucoup. mais pas de regrets. Est-ce qu'il y a des Abs regrets? alors absolument aucun regret, mais des doutes parce qu'on en aura toujours sur le chemin et encore une fois, donc en fait la vie fait que on prend conscience, c'est déjà ça te retourne, ça te tu sais le tsunami, tu pris dans un rouleau compresseur, une vague qui remet en question toutes tes croyances, tout ce que tu pensais être vrai et en fait petit à petit tu retires ces couches-là, mais tu ne peux pas tout retirer d'un coup. Donc en fait c'est tout un chemin. Mais déjà quand petit à petit tu prends conscience de ce qui te fait vibrer, de ce qui t'anime, de ce qui parle à ton cœur, de ce qui est juste pour toi. Quand on parle de juste, dans le sens de justesse, ce qui moi est aligné avec qui je suis, forcément, tu vas te diriger vers un nouveau chemin qui sera beaucoup plus en résonance avec toi. Et il y a pas de retour possible en arrière parce qu'au contraire, c'est comme une fleur qui s'ouvre. Tu vas pas dire: «OK, la fleur, elle est en train de s'ouvrir, mais si finalement on la refermait encore un petit peu?» Non, elle a envie de continuer d'éclore et tu lui donnes, en l'arrosant de tout ce qui la nourrit, évidemment X choses, tu lui donnes la possibilité de libérer ce potentiel-là, de croître, de grandir, de s'ouvrir et et non, tu vas pas te dire: «OK, je vais la priver de tout ça, je vais la refermer, je vais la mettre dans une boîte fermée». Non, c'est impossible. D'ailleurs, une fois que tu goûtes, pour ma part, le mot qui m'a toujours, accompagnée depuis petite, c'est cette liberté. Pas une liberté de faire ce que je veux comme je veux, une liberté d'être, une liberté de rayonner, une liberté de briller, une liberté d'exister. Et quand tu goûtes à ça, c'est jouissif, en fait. C'est le début de pour moi, de ce qu'il y a de plus vrai. Comme quand on est dans la phase que tu décris, où on goûte à la liberté d'être, on est cette fleur qui est en train d'éclore, ça peut aussi déranger. Déranger dans quel sens? Donia, tu vas faire des podcasts, mais tu vas parler de quoi? Tu vas dire ouvertement que tu as fait un burn-out, mais il y aura plus aucune entreprise qui va vouloir, te recruter parce que sinon tu vas déranger. Si ça se passe mal chez eux, tu vas J'adore venir en ce parler. sujet que tu lances. Donia, tu vas être artiste, mais tu vas jamais gagner autant d'argent que ce que tu gagnais avant. Alors qu'à aucun moment j'ai dit que je voulais être artiste, mais c'est vrai que je chante, j'aime bien chanter. Voilà, c'est pour moi, c'est pas même pas pensable de dire: «J'ai envie de prendre 2 années pour refaire des études et reconsidérer ça». Comment on fait quand l'environnement ne nous encourage pas et quand on se sent alors déjà que c'est difficile de se dire: «Je vais être qui je suis», mais quand en plus pour X, Y, Z raison, on a tous nos situations qui sont différentes et qui sont, spécifiques à chacun d'entre nous. Mais comment on fait quand on était en burn-out, les gens autour ne comprenaient pas, mais maintenant qu'on a fait tout ce chemin et qu'on est en train d'éclore comme la fleur, qu'on nous dise: «Eh ma cocotte, mais qu'est-ce que tu fais là?» Alors déjà, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir, brûlé des étapes. Éclore comme une fleur, bon, c'est un Et oui, il y a pro tout un chemin avant, un on long, est long d'accord, processus, avant. mais le but n'est pas la destination, c'est tout le chemin qu'on emprunte et tu touches un sujet qui est fondamental, celui de la recherche de validation extérieure. Je dis pas que on vit dans des sociétés où tout est déconnecté et puis peu importe, il y a que nous. Évidemment qu'il y a le regard de ses proches, de sa famille, des gens qu'on aime et puis tu vas me dire: «On a besoin de gagner sa vie». Évidemment, on a des charges, parfois une famille, des enfants, un foyer, nous-mêmes, on évidemment, tout ça, c'est une certitude. Mais moi, aujourd'hui, dans ma vision, tu vois, toutes ces peurs qu'on projette sur l'autre, ce sont ses propres croyances. Croyances limitantes qui nous
compresse encore une fois. Et pour moi, tout le chemin, et c'est le chemin de ma vie, celui que j'ai choisi, c'est celui d'identifier toutes les croyances qui me détournent de mon plein potentiel. Tout ce qui me fait croire que pour pouvoir gagner ma vie, je dois me suradapter à une boîte trop petite, que pour être validée, il faut que je joue un rôle, que pour être acceptée, il faut que je sois, que je coche telle ou telle case. Moi, dans ma vision, on est X milliards d'individus, chacun est venu ici sur Terre avec un chemin, une énergie, un moyen d'impacter, un moyen de même en étant qui il est, tout simplement de se reconnecter à ce qui va lui permettre de juste en fait D'être en phase avec d'être en soi-même, phase peu avec importe ce que exactement c'est. avec lui-même et avec son environnement et c'est de se reconnecter intérieurement à qui on est, pour en fait se voir se dessiner un chemin qui est presque, évident, naturel et à partir du moment, pour moi, où on retrouve ce pourquoi on vibre, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des chemins qui se dessinent, il y a quelque chose qui se met en place, qui va permettre, je ne dis pas instantanément, je ne dis pas sans aucun effort, évidemment, c'est un processus, c'est des réflexions, c'est de l'écriture, c'est de l'action, c'est des efforts, évidemment, mais d'arriver profondément à qui on est avec le métier ou pas qui nous rend heureux et et voilà, en fait. Waouh, moi j'ai envie de dire 2 choses. La première, c'est que quand je me lançais dans les podcasts, on s'était vu un peu avant. J'avais même pas fait ma première vidéo et mon premier reel et je disais et je te disais: «Zine, mais comment moi je vais parler devant une caméra et je vais me lancer?» et cetera et tu m'avais dit quelque chose à l'époque et ça rejoint le fait de la validation, enfin ça rejoint ce sujet de validation extérieure et de comment les autres nous voient et tu m'as dit: «Mais en fait, c'est pas les autres qui te jugent. Ta vidéo, elle est même pas faite, elle est même pas sortie, elle est même pas publiée. C'est toi-même qui te juge» et je me rappelle parce que ça faisait 2 ou 3 mois que j'avais en tête de commencer, de faire les vidéos, les podcasts, les reels et cetera et ce soir-là, c'était un jeudi ou un vendredi, le lendemain, j'ai pris mon courage, je me suis dit: «Mais en fait, oui, le mon pire, juge, c'est moi-même» et j'ai fait ma vidéo et je me rappelle, tout le monde m'a dit: «Ah, c'était sympa la petite danse». En plus, quand j'ai fait, j'étais, à l'autre extrême. J'ai commencé par une petite danse et une petite musique, mais c'est ce qui m'a, moi, donné l'élan de me dire: «Allez, je le fais, ce sera pas parfait». D'ailleurs, la vidéo est très amateur, mais je me suis dit, en fait, aujourd'hui, je me juge moi-même. Le 2e point où tu disais: «Il faut trouver vraiment son» ce que moi j'appelle son why, son pourquoi on est là. J'écoute beaucoup Oprah Winfrey et elle dit: «Passez votre vie, c'est vraiment important, à trouver ce qui vous fait vibrer le plus». Si c'est faire des gâteaux en fait, chacun a un why qui est très différent, une énergie de vie qui est très différente. M mais c'est dommage de passer à côté de ça et quand on l'a trouvé, tout est tellement bien aligné, on ne peut qu'être heureux en fin de compte, parce qu'on se lève en étant en accord avec son être, en accord avec ses principes et en accord avec ses valeurs et elle, elle prend cet exemple de dire: «Même si c'est pour vous faire des gâteaux tous les jours, ça n'a jamais été une question d'argent, c'est une question» et d'ailleurs, comment expliquer qu'il y ait des artistes qui à la base sont chanteurs et c'est très difficile pour les artistes, on le sait, qui, ont des carrières internationales, qui quand ils montent sur scène, ça vibre, c'est magnétique, ça explose et d'autres qui voilà se galèrent. Je pense qu'il faut qu'on se donne le temps d'explorer, de se connaître et de se poser les bonnes questions. Moi, je regrette que dans mon parcours académique, à aucun moment on m'a dit: «Donc voilà la théorie, voilà les sujets, voilà il y a marketing, il y a finance, il y a et toi, en tant qu'être humain, c'est quoi tes valeurs?» Je trouve que ramener ces questions à l'essentiel, c'est important. Mais c'est pas facile, comme tu dis, c'est un vrai chemin de vie pour savoir ce qui nous fait vibrer. Je me souviens très, très bien de la fois où on s'était vu à Paris et tu m'avais parlé de l'étape de vie, du projet, C'est des encore très brouillon podcasts à l'époque. et en fait, c'est vrai que j'avais cette évidence qu'il y avait une peur du jugement et au final, c'est Mais les on l'a autres tous quelque part. alors oui. Enfin moi, peut-être Non, plus que non, d'autres, non, mais on pas l'a toi plus que tous. d'autres, pas du tout, mais en fait, évidemment, tout le monde il y a un sujet de peur du jugement parce qu'il y a un sujet de peur du rejet et souvent, pas souvent d'ailleurs, tout le temps, ce dont enfin, la perception des autres ou ce qu'on pense que les autres vont penser ou croire, c'est ce qu'on pense de nous-mêmes. L'extérieur n'est qu'un miroir de qui on est, c'est-à-dire c'est une projection. Le monde est une projection de ce qu'on vit à l'intérieur. Donc tes propres croyances, tes propres pensées, tes propres, quand je dis tes, nos propres blessures, en fait, on les projette à l'extérieur. Et quand, je vais en revenir à un sujet là qui me vient un mot depuis tout à l'heure en résonance, quand en fait ça part d'un endroit de peur, c'est-à-dire, j'ai envie de me lancer mais j'y vais pas, je sais pas trop parce que si on me juge, si on me comprend pas, in fine si on rejette une partie de qui je suis ou on me rejette moi, en fait, déjà il y a une abondance qui se met en place, intérieure
Et cette abondance, elle répond à l'abondance, ou plutôt une abondance va répondre à cette abondance. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Et quand tu trouves ton why, et c'est encore toute une réflexion sublime, magnifique, qu'on agrémente, comme un grand jardin, et là, tu vas lui donner vie. Et les fleurs, et les plantes, et les animaux, et la lumière, et le soleil. Mais en fait, quand tu trouves ton why, finalement, tu ne te poses même plus de questions parce que il y a quelque chose qui vibre. Et cette vibration, elle ouvre des portes. En effet, tout à fait, 100. Pour savoir ce qui nous fait vibrer, ce qui nous redonne cette pulsion de vie, est-ce qu'il faut retourner dans ses rêves d'enfant? Est-ce qu'il faut, se dire: «Ah oui, quand j'avais fait ça en corporate», alors disons je suis dans la finance, mais quand j'avais fait cette présentation, c'est là où je me suis sentie exister. Il y a des gens qui y parviennent, d'autres pas. J'espère que toi et d'ailleurs, ça aussi c'est une question, est-ce que tu as trouvé ton why aujourd'hui? Comment on fait pour trouver son why? Tu vois, le burn-out, c'est un sujet sérieux, très sérieux. C'est un vrai effondrement, une vraie rupture. Encore une fois, le phénix qui s'effondre, qui est là enflammé, qui tombe, c'est très douloureux. Et pour moi, ce cheminement, déjà, ne se fait pas seul. Tout à l'heure, on disait la famille, les amis, les gens vrais, sincères, bienveillants, qui voient notre lumière quand on ne la voit plus, mais ce n'est pas suffisant. Pour moi, et là c'est un conseil ou en tout cas une vision que je partage, c'est de se faire accompagner par les bonnes personnes. Moi, j'ai eu vraiment je me suis sentie, bénie de trouver les bonnes personnes qui, petit à petit, et c'est un chemin de plusieurs années dans lequel je suis depuis de nombreuses années, donc il faudrait des heures et des heures et des heures de discussion pour transmettre ça. C'est pas en 1 heure de temps, ni 2 heures, ni 3, mais simplement de se faire accompagner. Moi, ça a été, oui, des personnes qui coachs professionnels, d'autres professeurs spirituels qui m'ont amené à faire comprendre quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond et petit à petit, au fil de X années, à plonger, 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 mais en étant guidée, accompagnée, en fait, je me révélais petit à petit, et ça continue, et c'est un chemin qui se poursuit. J'ai pris conscience que pour une société, une entreprise, un État, un pays, un individu, en réalité, souvent, et la majorité du temps, on est là, pareil, on produit, on fait, on cherche à vendre, on cherche à s'adapter à un marché, on cherche à parfois rien, juste on fait parce que, voilà, Comme le hamster c'est le qui hamster dans sa roue et en fait, on se pose aucune question du fond de ce qui nous anime. Et pour moi, pour répondre à ta question, parce que je crois que je l'ai beaucoup, beaucoup développée, mais on va synthétiser. Pour moi, c'est de se faire accompagner. accompagné, OK. Oui, oui. Bon, je pense qu'il y a une part de responsabilité des sociétés et des corporates dans ça. Alors c'est vrai qu'on voit de plus en plus apparaître, Chief Happiness, Employee Engagement. Il y a de plus en plus de programmes de well-being, de bien-être au travail. Mais au-delà de ces, comme certains le diraient, bullshit jobs, tu as parlé de se reconnecter à son why, pas que pour les individus, tu as aussi dit au niveau des États, des sociétés, des corporates. Mais quel est vraiment ton message d'espoir? Parce que oui, les individus ont leur rôle à jouer, mais on vit dans des systèmes, et je pense que l'entreprise, le corporate, d'ailleurs, il y a une culture d'entreprise, il y a une politique d'entreprise. Quel message d'espoir ou quelles sont toi tes attentes, Zine, par rapport au monde corporate, pour justement faire de telle sorte que le why de chaque individu puisse éclore et que chacun puisse être compris pour finalement pouvoir mieux baigner dans cet environnement. Et si chaque individu est pris en compte, bah, c'est pour le bénéfice de la société et là, on peut monter C'est de très, façon très beau ce macro. que tu dis parce que pour moi, c'est une vision qui va beaucoup plus loin. C'est une transformation de nos sociétés vers un monde de cœur. Un monde où l'humain est au centre de l'équation. Ce n'est plus la performance, ce n'est plus la vache qu'on trait ou le citron qu'on presse, mais c'est vraiment l'humain au centre. Et de se dire, c'est pas l'humain qui est au service des sociétés, mais comment les sociétés peuvent être au service d'un De impact l'humain. global. Et cet impact-là, il va dans le sens favorable et la création de valeur pour tous. C'est un monde de cœur, un monde d'abondance, un monde juste et aligné. Donc déjà, pour moi, dans les entreprises, c'est d'être dans le respect de l'humain. Évidemment, respect de l'humain ne veut pas dire mettre de côté, je sais pas moi, la productivité, la performance, pas du tout, mais rééquilibrer les choses. Il y a à l'échelle du collectif, mais il y a aussi à l'échelle de chaque individu de repenser. C'est des modèles à repenser. Le modèle des sociétés, le modèle des entreprises, le modèle de l'individu, en fait, c'est une redéfinition de ce qu'est la performance, de ce qu'est la productivité. C'est pas au détriment de l'humain, mais c'est avec l'humain. Mm.
Oui, parce que si on fait, le meilleur chiffre d'affaires ou le meilleur profit, mais que derrière, on a tout le monde qui est en dépression, qui est en burn-out, est-ce que finalement c'est vraiment un succès? Si on atteint des je sais pas moi, des innovations technologiques et des prouesses, mais que derrière on a des adolescents qui se suicident, à cause de telle ou telle avancée parce qu'ils sont exposés. Donc j'aime bien cette équation, ça va pas être facile, je pense et je pense que chacun a un rôle à jouer. Alors on va pas résoudre cette équation, là aujourd'hui pendant ce podcast, mais oui, réintégrer l'humain dans l'équation. Donc finalement, c'est peut-être là notre conclusion. Est-ce que l'humain a été oublié, là, ces dernières années? Pour moi, totalement. Totalement, c'est-à-dire que l'humain, peu importe le respect de l'humain, la considération de l'humain, les émotions de l'être humain ne sont pas des freins à la réussite, mais doivent être un socle à la réussite, un catalyseur à la réussite. C'est pas parce qu'on se dit, on se reconnecte à ses émotions, à qui on est, à notre plein potentiel, que ça va ralentir, au contraire, ça va propulser. Et de voir l'humain comme un catalyseur de, pour moi, une entreprise qui mise sur l'humain, la vision de l'humain, le respect de l'humain, c'est une entreprise qui va voir plus loin, qui va aller plus vite, qui va être, plus grande dans tout. Donc c'est juste en fait, un regard qui change. Je vais intégrer une petite touche philosophique et je propose qu'on termine sur ça. Heu, j'ai découvert récemment, chose que je ne connaissais pas, l'énergie féminine, et l'énergie masculine et qui n'a rien à voir avec le fait d'être, un homme ou une femme. Je peux moi être une femme, être beaucoup dans l'énergie, masculine qui est la performance, la concurrence, la compétitivité, la chasse et cetera et l'énergie féminine, c'est comme l'arbre, on est là, on est dans l'être, on est dans, faudrait d'ailleurs que je retrouve comme quoi je suis beaucoup plus dans l'énergie masculine, je l'ai été, que dans l'énergie féminine. Certains, disent que le monde de l'entreprise a été pendant longtemps pensé par des hommes, pour les hommes, avec une énergie, masculine très, 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 élevée et les femmes sont rentrées dans ce monde qui est déjà prédéfini et elles ont commencé à frayer leur chemin. Bien que le burn-out ne touche pas que des femmes, hein, et j'insiste sur ça, mais parfois c'est peut-être même plus difficile pour les hommes de se reconnecter à leurs émotions et de parler d'émotions, mais ça aussi c'est le sujet d'un autre podcast. Est-ce que finalement, quand tu dis remettre l'équation de l'humain, dans cette vision globale, ce n'est pas rééquilibrer l'énergie masculine et l'énergie féminine pour que les femmes et les hommes qui souhaitent se connecter à leurs émotions et le fait de se connecter à ses émotions, c'est une énergie féminine, que tout ça se rééquilibre un peu et qu'on trouve un modèle plus juste. C'est magnifique et c'est exactement ça finalement, parce que dans des sociétés, quand je dis société, société ou entreprises qui sont exactement pensées par des hommes, pour des hommes, finalement, c'est une énergie très yang, très masculine, de quête de performance, qui est un petit peu écrasante dans un leadership fort et on en oublie l'intuition, les ressentis, la L'intuition. douceur, la connexion, l'être et c'est la combinaison des 2 qui fait une danse harmonieuse pour les hommes comme pour les femmes d'une société réconciliée, où il n'y a plus de rapport de force, mais il y a une harmonie qui permet de grandir tous ensemble. Merci beaucoup Zine, Mmh. merci pour ton partage. Je ne sais pas si tu as autre chose à dire, sinon je vais juste t'inviter à dire peut-être une petite phrase, un petit mot d'amour ou d'espoir pour la suite. Te remercier toi, déjà, pour cet échange, Merci. spontané, ouvert et sur un sujet qui me touche beaucoup, qui me parle, est tellement important et que derrière évidemment les nuages se cache toujours le soleil et que à nous de trouver notre propre soleil intérieur. Voilà. Merci, merci Zine.